Nous allons commencer. Bonjour, bienvenue tout le monde à ce webinaire concernant une voiture électrique, c'est possible au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des gens qui sont présentement en ligne. Et puis également aux gens de la région et les gens également à l'extérieur de la région qui se sont joints à nous pour ce webinaire. Aujourd'hui, naturellement, ce webinaire fait partie d'une campagne, le Roulon électrique, qui est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques coordonnée par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et appuyé par divers acteurs de l'électrification, dont l'AVEQ, qui est l'Association des véhicules électriques du Québec. Et voilà, je me présente, mon nom est Luc Chiasson, je suis chargé de projet au Conseil régional de l'environnement. Je serai l'animateur pour ce webinaire d'aujourd'hui. Je serai accompagné de deux conférenciers, entre autres M. Claude Gauthier, qui est directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec depuis 2017. Auquel il a organisé quand même plusieurs activités dans la région d'essai de véhicules électriques. M. Gauthier est également consultant en électrification des transports, auquel il est propriétaire de l'entreprise Vers l'avenir qui vend des bornes de recharge des installations solaires et coordonne le programme Tesla pour les établissements Confit-Terre. Monsieur Gauthier est également professeur d'anglais depuis plusieurs années. En fait, il va pouvoir corriger là, mon mot que j'ai du mal prononcer en anglais. Je le laisserai faire la correction nécessaire. En fait, Monsieur Gauthier, comme je vous mentionnais, est enseignant depuis une vingtaine d'années à la commission scolaire ou le centre plutôt de services scolaires du Pays des Bleuets. J'ai également M. Tommy Tremblay, qui est directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis maintenant 2014. Il a été auparavant coordonnateur de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean pendant une période de 5 ans. M. Tremblay détient, entre autres, un baccalauréat en géographie et aménagement du territoire, ainsi qu'une maîtrise avec cumul avec programme court de deuxième cycle en développement durable appliqué et diplôme d'études supérieure spécialisé en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et en plus de détenir l'ensemble de ses diplômes, il détient également un véhicule électrique depuis plus d'1 an. Peut-être avant de laisser la parole à nos conférenciers, je voulais justement, on entend de la musique. M. Gagnon nous dit dans le chat qu'il entend de la musique. J'espère que tout a été corrigé. C'est justement, je vais vous donner quelques petites règles. Si tout au long justement de la présentation, la rencontre va être enregistrée, je tenais à vous le préciser d'abord. Pour les gens qui voudront revoir justement revoir la présentation, vous pourrez le faire. M. Gagnon me dit que tout est réglé pour côté musique. C'est ça. Tout au long de la présentation, on vous invite, si jamais vous avez des questions à nos conférenciers, de nous les faire parvenir. Vous pouvez utiliser la section où ce que vous voyez dans le bas, là, où c'est marqué Q et R, questions et réponses, ou vous pouvez aussi utiliser le chat. Et si jamais, puis au fur et à mesure, les conférenciers là, vont prendre ces questions-là, ils vont répondre à vos interrogations. S'il nous reste du temps, bien, à la toute fin, on pourra faire une autre période de questions si jamais vous avez des interrogations un peu plus particulières là, au niveau du webinaire. Dans un premier temps, ça va être M. Gauthier qui va vraiment présenter un peu plus les différents mythes qui existent au niveau d'une voiture électrique et M. Tremblay devrait lui parler un petit peu plus du volet financier etc. Sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole maintenant à M. Gauthier, qui va faire la présentation de la première partie. Et encore une fois, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas de nous les transcrire et on pourra répondre à vos questions au fur et à mesure. Allez-y, M. Gauthier. Alors oui, bonjour tout le monde.
Très content de voir qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je suis agréablement surpris parce que je dois vous dire au tout début, je me demandais comment allait être la participation en plein jeudi midi, là, des gens qui viennent voir et entendre des gens parler de véhicules électriques. Donc, comme Luc a dit, moi, je suis le directeur régional de l'AVIC, qui est l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc, on a au 30 septembre, là, je viens d'aller voir les dernières données. J'ai hâte de voir celles de décembre. Donc, au Québec, nous sommes 85 564 électromobilistes. Je vais parler tout à l'heure en tant que tel, qu'est-ce que c'est un électromobiliste, qu'est-ce qui est considéré électromobiliste. Et nous sommes 1707 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis propriétaire d'un véhicule électrique depuis 2014. Donc, je dois vous dire qu'au tout début, là, quand je me promenais, les gens se demandaient vraiment comment mon auto faisait pour avancer. Il y en a peut-être même qui pensaient qu'elle était brisée vu qu'on n'entendait absolument rien, là. Donc, j'étais vraiment dans les premiers dans la région. Donc, je vais parler aussi des mythes. Le mythe numéro un que j'entends souvent parce que je fais des conférences et comme Luc l'a dit aussi, je suis propriétaire d'une entreprise où je vais rencontrer des gens qui veulent faire le changement, qui veulent faire la transition. Et on a tous peur un peu de la fiabilité du véhicule électrique. Même moi, au début, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire si ça brise? Il n'y avait absolument aucun concessionnaire dans le coin là, qui vendait le véhicule que j'ai acheté. Donc, vous devez savoir qu'on a environ 14 pièces pour le véhicule électrique, la partie là, qui fait avancer le véhicule, alors que vous en avez plus de 4000 dans un véhicule à combustion. On comprend que le véhicule à combustion, ça fait quand même un bon bout de temps qui est fabriqué. Puis oui, la technologie est quand même assez fiable, mais quand on regarde à ça, les statistiques qu'un véhicule brise, bien, c'est sûr qu'on va pencher plus pour le véhicule qui a plus de 4000 pièces plutôt que celui-là qui en a 14. Ensuite, ce que j'entends surtout, souvent aussi, c'est par rapport à l'autonomie l'hiver. Et je dois dire aussi là-dessus, j'essaie de collaborer avec les concessionnaires, leur expliquer parce que les autres, ils vont dire, bon, en hiver, ça coupe de 50 comme si c'était une règle, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est comme un véhicule à essence. Vous savez qu'un véhicule à essence va arriver l'hiver et va consommer plus d'essence. On s'en aperçoit peut-être un peu moins. Les nouveaux véhicules aussi maintenant vont vous donner l'autonomie approximative avec la dernière consommation. Donc, le véhicule électrique, c'est exactement la même chose. Plus la température va descendre, oui, vous allez avoir besoin de chauffage. Et il y a aussi un autre élément, c'est votre vitesse. Donc, des fois, j'entends des gens qui me disent je suis arrivé à la borne, il me restait 10 de batterie, j'avais quasiment peur de ne pas arriver. Fait que là, ils baissent le chauffage ou ils ferment carrément, tout ça. Et je leur dis OK, et tu roulais à quelle vitesse? J'étais sur l'autoroute et je roulais 110. Donc, c'est quand même à faire attention. C'est votre vitesse et en même temps, oui, le chauffage qui va faire une bonne différence sur votre autonomie. On va passer à l'autre. Aussi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on compare avec le véhicule électrique. C'est sûr qu'on compare avec ce qu'on connaît, donc on va comparer avec un téléphone cellulaire, on va comparer avec notre ordinateur. Vous devez savoir que le véhicule électrique n'est pas du tout construit de la même manière qu'un téléphone cellulaire ou un ordinateur. Dans votre ordinateur, vous avez une batterie et vous avez un chargeur et il n'y a absolument rien d'intelligent là-dedans. Le chargeur, il envoie du courant tant que votre fil est connecté à votre cellulaire ou encore à votre ordinateur, alors que dans un véhicule électrique, il y a ce qu'on appelle en anglais un BMS, Battery Management System, qui fait que le chargeur en tant que tel, il est dans l'auto. Donc, c'est lui qui contrôle la borne de recharge et non le contraire. Donc, lui va y aller avec ça, il va recharger le véhicule. Et au début de la charge, si la charge est vraiment basse, il va demander à la borne plus de courant, plus d'ampérage. Et vers la fin, bon, bien, il va baisser ça. Il y a aussi une gestion thermique de la batterie. Donc, si vous êtes l'hiver et qu'il fait très froid, vous allez avoir un système qui va faire réchauffer la batterie. Et complètement le contraire l'été. Donc, quand il fait chaud, on va refroidir la batterie.
pour la tenir aux environs de 25 Celsius, là, qui est pas mal la température la plus adéquate. Donc, j'ai sorti ici là, des petits détails, une étude qu'on avait faite sur une Chevrolet Volt de 2013. Donc, le véhicule était rendu à 121 000 milles. C'était une étude qui était faite aux États-Unis. Donc, 121 434 milles. Donc, multipliez-le par 1,6, ça vous fait environ 200 km facile. Et là, on avait pris l'ampérage au tout début, donc quand on a vendu le véhicule qui était à 46 ampères-heure. Et lorsqu'on était rendu à 121 000 milles, donc pratiquement 200 000 km, on était encore à 42 ampères-heure. Donc, il y a une règle qui dit, là, les compagnies, eux autres disent la batterie est plus bonne pour le véhicule lorsqu'elle arrive à 70 de son autonomie. Donc, ce véhicule-là, pour arriver à 70 de son autonomie, il va être rendu à un peu plus que 700 000 km. Donc, vous comprenez que la batterie va être beaucoup plus longue. On va être capable de l'utiliser beaucoup plus longtemps que le véhicule en soi-même. Puis en plus, une batterie lithium-ion, on peut la reprendre d'un véhicule. Là, ma compagnie, on fait déjà ça. Donc, on va prendre une batterie lithium-ion, on va la mettre avec un système photovoltaïque. Puis, dans une demeure qui serait à l'extérieur où il n'y a pas de réseau électrique, pour être carrément autonome, complètement autonome avec la batterie, les panneaux solaires, sans aucun problème. Donc, ça va être l'avenir. On va reprendre les batteries des véhicules, puis on va pouvoir les utiliser parce qu'à 70 d'une batterie qui reste encore 42 ampères-heure, vous allez avoir pas mal d'autonomie là-dessus. Donc, c'était le véhicule Chevrolet Volt. La prochaine, c'est par rapport au Tesla. Donc, j'ai été avec des véhicules qui sont vendus quand même depuis un certain temps. Donc, ici, c'est un tableau. Moi, je fais partie de cette communauté-là. Donc, on donne notre autonomie où nous sommes rendus en fonction du millage qu'on a parcouru. Donc là, vous voyez, là, les gens donc à 0 km partent d'environ 100 c'est sûr. Puis, rendu à 100 000 km, on voit en tant que tel qu'au bout de 100 000 km, il y a environ une dégradation de 5 Donc, pour calculer rapidement, les véhicules Tesla là, qui étaient vendus dans ces années-là avaient 425 km d'autonomie. Donc, vous multipliez par 5 ça veut dire qu'ils avaient perdu environ 20 km sur leur autonomie. Donc, un véhicule qui a parcouru 100 000 km avait encore 400 km d'autonomie. Et rendu à 200 000 km, bien, on arrive à peu près à un petit peu plus que 90 Là, vous voyez là, dans le tableau 250 000 km. Moi, mon auto a 242 000 km maintenant et j'ai encore une autonomie là, de 90 Donc, je m'attends facilement être capable de parcourir 500 000 km avant que je perde à peine 10 ou 15 de batterie. Parce que la dégradation, ça fait beaucoup plus rapidement que plus tard. Donc, c'est ça. Je reprends là, ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, la Volt, donc on dit après presque 200 000 km, la capacité totale de la batterie avait diminué de 1,4 kWh, donc représentait une dégradation de 8,43 Et c'est comme je vous expliquais, donc on dit 70 de la capacité initiale. Donc, il faudrait que la Volt parcourt jusqu'à 711 428 km pour arriver au 70 là, qui est la règle pour les manufacturiers. Claude, il y avait une question de M. Thibault qui demandait qu'il y a combien de propriétaires Tesla dans cette communauté? Bonne question. Je ne peux pas vous dire parce que ça, c'est une communauté là, qui est sur Internet qui regroupe des gens de partout dans le monde. Donc, il y a des gens qui sont au Canada, il va y avoir des gens aux États-Unis, il va y avoir des gens en Europe. Ça va être vraiment beaucoup de personnes. C'est pour ça que l'étude est fiable. C'est vraiment là, les gens, ils vont dire, bon, ben moi, je suis rendu à tant de kilomètres et j'ai encore tant d'autonomie. Donc, on peut se fier à ces chiffres-là. Là. Ce n'est pas seulement une dizaine de personnes. Là. C'est vraiment beaucoup de monde. Là. C'est partout dans le monde.
Donc, la prochaine, aussi, ce que j'entends souvent, c'est qu'on dit, bon, ben moi, je fais beaucoup de kilométrage. Puis, l'autonomie d'un véhicule électrique ne sera pas suffisant. Donc, premièrement, les véhicules électriques, maintenant, je vous dirais, la plupart ont aux environs de 300 kilomètres dans les véhicules même qui sont les plus abordables. Il y a beaucoup de véhicules qui sont rendus à 350 km et il y a beaucoup de véhicules qui sont dans les 400, 450 km là, et plus. Donc, on avait demandé, là, on a fait avec la collaboration là, de Mobilité électrique Canada. Donc, on a ressorti les chiffres, puis moi, je les ai comparés avec une étude qui avait été faite ici là, dans la région. Puis, les gens surestiment beaucoup. Et je me rappelle, moi, écoutez, j'habite au nord du lac Saint-Jean et les gens me demandaient toujours si j'étais capable d'aller à Québec avec mon véhicule. Donc, je leur disais oui, il n'y a aucun problème pour aller à Québec. Puis même si je ne me rendais pas directement à Québec, il fallait que je fasse une recharge de peut-être 15 minutes. Combien de fois dans mon année je vais à Québec? Alors que comparativement, qu'est-ce que je fais à tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? On va à notre travail, on va à l'épicerie, on va au dépanneur. Ceux qui ont des enfants, vous savez comme moi, là, on se promène d'un côté puis de l'autre pour aller les mener en même temps d'un côté puis de l'autre. Peut-être moins avec la pandémie, là, mais je parle en général. Donc, vous voyez ici, là, on dit la distance moyenne parcourue par 89 des Canadiens pour se rendre de la maison au travail et de moins de 30 km. Donc, ça veut dire qu'il y a à peine 11 de la population qui fait un 30 km en moyenne à chaque jour. Beaucoup là, vont faire, quand on regarde là, le 36 là, c'est moins de 5 km. Et ça, ce n'est pas des choses que moi j'invente. Là. On a vraiment pris les statistiques. Donc, le véhicule électrique, pour l'utilisation quotidienne chaque jour, répond amplement à ces besoins-là. Puis les fois où vous aurez à faire peut-être un plus grand parcours, tout à l'heure, Tommy va pouvoir en parler là, avec les bornes de recharge rapides, là, ce qu'on appelle les BRCC. Maintenant, elles sont partout. Donc, il n'y a aucun problème pour faire la distance. Il y avait, Claude, une question de M. Gervais Laprise qui nous dit sur nos cellulaires, est-ce qu'il y a une mémoire de charge? Qu'est-ce qui en est-il avec la charge de batterie de véhicules électriques? OK, très bonne question. Non, il n'y a aucune mémoire parce que les batteries que vous avez aussi, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué. Le genre de batterie que vous avez dans votre cellulaire et dans votre ordinateur, ce n'est pas du tout la même technologie. Donc, quand on parle d'un auto électrique, ça va être tout le temps avec une batterie au lithium où il va y avoir différentes recettes, là, si je pouvais dire. Donc, mettons du nickel, du manganèse, de l'aluminium, tout ça. Souvent, les batteries qu'on a dans les cellulaires et qu'on a dans les ordinateurs sont des batteries nickel-métal. Et eux autres, oui, ont une mémoire en plus. Vous savez, normalement, le fabricant va vous dire, bon, ben, la première fois que tu recharges ton appareil, recharge-le au complet. Alors que pour un véhicule électrique, on dit, là, pour une utilisation quotidienne, de le garder entre 20 et 80 là, autant que possible. Donc, pas tenir la batterie à 100 pleine, parce que ce qui se passe en tactile, c'est que sur la cathode, il y a des impuretés là, qui vont être à l'intérieur de la batterie qui sont accumulées. Donc, c'est ça qui fait qu'il dégrade la batterie. C'est pour ça que tout à l'heure, vous l'avez vu dans mon tableau là, avec les Tesla, qu'il y a des gens qui avaient des points un peu plus hauts en haut de la ligne, en haut de la moyenne. C'est souvent des gens qui vont faire peut-être plus attention à leur recharge, vont essayer aussi de ne pas recharger sur une borne rapide pour rien s'ils n'en ont pas besoin. C'est sûr que la meilleure recharge, c'est toujours sur le 240 volts. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, aussi, les gens qui n'ont pas de véhicule électrique, la première fois qu'ils en essaient un, aussi un comparatif, là, votre ordinateur, votre cellulaire, hein, qu'est-ce qui arrive quand la batterie est à terre? Souvent, on s'en aperçoit à la dernière minute, tu arrives pour regarder quelque chose, puis whoop, le cellulaire ou encore l'ordinateur est à 10 5 de batterie, puis là, ça ne fonctionne plus. Dans un véhicule électrique, vous avez toujours l'autonomie qui vous est affichée. Vous allez avoir aussi le pourcentage de batterie.
Les nouveaux véhicules aussi, maintenant, vous pouvez rentrer votre destination et on va vous dire si vous allez avoir besoin d'une recharge ou pas en cours de route. Vous avez aussi les applications qui viennent, comme l'application du circuit électrique, que vous pouvez rentrer dans votre application, là, exactement où vous allez aller, puis on va vous faire votre trajet, puis on va vous dire, tu es mieux d'arrêter à tel endroit plutôt qu'à un autre, pour vous dire justement là, que ça va être là que votre véhicule va se recharger le plus rapidement. Vous allez avoir en temps réel aussi si la borne elle est utilisée ou pas. Donc, des fois, il y a 2, 3 bornes à l'intérieur d'un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc, ça va vous permettre de dire, bon, ben, je n'irai pas à cette borne-là. Elle est actuellement utilisée, je vais aller à une autre. Donc, vous avez dans le véhicule le premier avertissement, on va vous donner l'état de la charge. Et si ça vient un petit peu plus bas, ben, on va vous l'afficher. Il va y avoir un deuxième avertissement où on va vous dire, bon, ben là, peut-être que ça serait le temps que tu cherches une borne, qu'elle soit rapide ou que ce soit un autre genre de borne. Mais maintenant, il y a à peu près des bornes rapides un peu partout là, sur le territoire, puis sur les grands axes routiers. Vous allez avoir un troisième avertissement où là, on va vous dire c'est vraiment conseillé de recharger parce que ça se peut que tu ne fonctionnes pas, que tu n'arrives pas à destination. Puis la quatrième, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a quelques personnes là, qui l'ont déjà expérimenté, sont à 1, 2 kilomètres de la maison et là, tout à coup, la voiture va limiter sa vitesse, donc justement pour ne pas prendre trop d'énergie dans la batterie, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, les gens pensent que c'est le chauffage alors que c'est vraiment la vitesse. Donc, on va la limiter. Et j'ai rarement vu, là, et je suis quand même connu de plusieurs personnes. Il n'y a jamais personne qui m'a dit que vraiment, là, était tombé en panne là, très loin de chez eux. Peut-être 2 personnes qui, des fois, ont surestimé l'autonomie, pensaient être bon de se rendre à destination. Puis, j'ai déjà vu quelqu'un qui me dit, écoute, qui était resté en panne en rentrant là, dans la cour chez eux. Là. Mais rendu là, c'est quelque chose là, qui s'arrange assez rapidement. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas du tout comme le téléphone cellulaire ou l'ordinateur. Vous allez avoir plusieurs outils qui vont vous aider. Ensuite, ce que j'entends souvent, c'est qu'un véhicule... Peut-être, Claude, juste avant, il y a une question de M. Bouchard qui mentionne ce genre d'avertissement est-il disponible pour toutes les voitures électriques? Oui. Oui. Tous les véhicules, vous avez toujours le pourcentage de batterie. Puis, c'est drôle là, parce qu'encore là, des fois, on voit des nouveaux utilisateurs achètent le véhicule et, admettons, je vais prendre un véhicule là, qui est quand même assez populaire, mettons un Hyundai Kona. Quand on l'achète, on dit le manufacturier dit, bon, tu vas avoir 425 km d'autonomie. Et là, les gens, mettons, aujourd'hui, là, vous allez vous en acheter un, vous prenez possession du véhicule, partent, en sortant du garage, ils vont peut-être voir 440 km. Ils vont dire, wow, je vais faire 440 km. Ils parcourent 10 km, oups, ça tombe à 405. Ils parcourent un autre 10 km, ça tombe à 380. Et là, j'ai eu des fois des gens que j'avais vendu des bornes de recharge, puis je leur avais dit que s'il y avait des questions de m'appeler. Ils m'appellent, ils me disent hey, pour moi, mon véhicule est brisé, là, il y a 60 km de moins dans la batterie. Donc, je leur explique que ce n'est pas la batterie. C'est le véhicule qui est en train de calculer avec les conditions actuelles qu'est-ce qu'il pense que vous allez être capable de faire avec l'autonomie que vous avez, avec le pourcentage de recharge que vous avez dans votre véhicule. Donc, je lui dis, surprenez-vous pas, là, quand vous allez arriver au mois de janvier, même plein à 100 vous allez embarquer dans votre véhicule, il va peut-être vous dire que vous allez faire 350 km avec le véhicule. Donc, vous voyez, c'est très sécuritaire parce que le véhicule est capable de calculer un pourcentage assez précis. Qu'est-ce qu'il pense que vous allez faire comme autonomie? Puis encore là, bon, ben, vous allez partir avec votre véhicule, puis vous avez parcouru, admettons, 100 km dans la journée. Quand vous revenez le soir, ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à la station d'essence. Tommy va pouvoir en parler aussi, c'est un utilisateur. Tu arrives à la maison, tu te branches. Donc, le lendemain, tu regagnes ta pleine autonomie. Donc, on va parler du coût de possession parce que ça, c'est quelque chose que j'entends souvent parler. On dit ouais, mais moi, je ne suis pas capable de me permettre un véhicule électrique, c'est beaucoup trop cher.
Et là, je pose des questions aux gens. Je leur demande quel véhicule ils ont, s'ils sont en train de le payer, s'ils n'ont pas fini de payer, je leur demande leur mensualité. Et je leur demande environ combien ils font de kilométrage. C'est facile de calculer pas le pourcentage, mais la dépense moyenne en essence. On est capable aussi de calculer si vous parcourez, mettons, 20 ou 25 000 km dans une année, combien de changements d'huile vous allez être obligé de faire. Et aussi, on met un certain montant là, pour les dépenses de maintenance. Je vais vous conter une petite anecdote. Quand je suis arrivé pour acheter mon auto, c'est sûr que c'était quand même un bon prix. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit Hey, moi, j'ai un Honda CR-V que j'ai payé 32 000 Y a-tu pensé combien que j'économise par rapport à ton auto? Puis moi, j'ai mon fichier Excel. Là, fait que là, j'avais rentré OK. Un CR-V, on était en 2014, combien que ça coûtait. Je lui ai demandé combien il faisait de kilométrage, tout ça, combien de temps il gardait son auto. Il m'avait dit environ 6 ans. C'est sûr que c'était un représentant, là, il faisait 45 000 km par année. Donc, je lui ai dit, ton CRV, il coûte 74 000 Il ne me croyait pas. Il m'a dit, c'est impossible. Ben, j'ai dit oui. Écoute, c'est un fichier Excel, donc il est capable de le calculer. Donc là, vous avez un calcul là, que moi, j'avais fait. Donc, une auto électrique de 45 000 qui parcourt 20 000 km par année, une auto à combustion de 26 000 qui parcourt le même 20 000 km par année. Et là, écoutez, je n'ai pas pris une grosse auto, j'ai pris une auto qui ferait en moyenne du 8 litres au 100. Donc, ça veut dire qu'on va faire 10 litres au 100 pendant l'hiver, puis on va en faire 6 pendant l'été. Donc, puis sur la grande route, il y a beaucoup de véhicules là, qui sont beaucoup plus hauts que ça. Donc, là, vous voyez, les dépenses de carburant vont être de 1 920 par année et on a mis 1 150 grosso modo pour les 5 ans. Donc, vous voyez le coût du véhicule, il est à 43 660 alors que l'auto électrique de 45 000 va vous coûter 382 d'électricité. Et là, ici, il n'y a pas d'erreur de calcul. Là. Moi, j'ai calculé que pour faire 20 000 km par année, ça va vous prendre environ 3 728 kWh. Donc, on le calcule au prix d'Hydro-Québec, taxes incluses. Ça vous donne 382 par année. Et comme je vous ai dit, une auto électrique n'a pratiquement pas de pièces. Il faut savoir aussi que le moteur électrique, lorsque vous lâchez l'accélérateur, bien, c'est un frein. Hein, il régénère son énergie, il la retourne à la batterie. Puis en plus, ça va économiser beaucoup sur vos freins. Moi, là, j'ai changé les freins de mon auto. J'étais rendu à 182 000 km. Puis j'ai changé les freins avant, là, les plaquettes et les disques. Puis j'aurais pu encore peut-être les endurer pendant 10 000 km facile, là, mais je l'ai laissé changer à ce kilométrage-là. Donc, vous voyez, le véhicule, il vous coûte 37 887 Donc, quand on pense un coût de possession, un coût d'acquisition, il n'y a pas juste le coût d'acquisition, il y a le coût aussi là, qu'on prend pour l'utilisation. Donc, il faut que vous calculiez ça sur la durée de temps là, que vous allez prendre votre véhicule. Claude, il y avait une question de M. Laprise qui posait la question si ce montant inclut aussi les coûts de financement. Non, toute chose étant égale, là, je ne l'ai pas calculé, oui, dans le financement. C'est sûr qu'il peut y avoir une partie, oui, là, si vous empruntez 26 000 par rapport à 45 000 mais je dois vous dire aussi que lorsque j'avais fait ce calcul-là, j'avais fait le calcul alors qu'on avait juste le 8 000 du provincial. Je ne l'ai jamais recalculé avec le 5 000 du fédéral. Donc, moi, je vous dirais que, d'après moi, là, si je le recalculais avec le 5 000 du fédéral, la différence qu'on voit là par rapport aux véhicules électriques serait probablement encore plus grande, même en calculant les coûts de financement. Il y a M. Bouchard aussi qui posait la question, pendant 6 ans, il n'y a aucun coût d'entretien pour un véhicule électrique? Je suis obligé de vous dire non. Puis, c'est pas, c'est vraiment pas, là, je ne vous compte pas de mensonges, là. Il n'y a rien, absolument rien dans un véhicule. Vous savez, des fois, on me posait la question au début, l'hiver, ton auto, elle va-tu partir? Je disais, partir quoi?
ben, elle va-tu partir? Ben, à moins 40, est-ce que la lumière dehors de ta maison, est-ce qu'elle allume? Oui. À moins que l'ampoule soit brûlée, là. Mais le reste du temps, pardon. Donc, c'est exactement la même chose pour un véhicule électrique. Et vous devriez voir là, les câbles qui sont à l'intérieur du véhicule. Là. Il n'y a pas de fil là, qui est sur une batterie puis vissé avec une petite vis de rien. Là. C'est toujours gainé. On fait vraiment là, bien attention là, pour protéger les véhicules. Des fois, il y a des gens qui me demandent si je peux aller au lave-auto. Là, je dis non. Quand il pleut aussi, je ne peux pas sortir avec mon véhicule dehors. C'est pas vrai. Hein? Il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Les batteries sont vraiment c'est calfeutré. Il n'y a pas rien qui peut rentrer là-dedans. Puis le reste du véhicule, ben, c'est des câbles électriques avec un moteur électrique. Puis je peux vous dire, là, c'est des gens qui travaillent dans des usines, moteur électrique, là, il n'y a pas d'entretien à faire là-dessus non plus. Là. Donc, je vous dirais, là, dans les premiers 5 ans, là, vous allez acheter le véhicule, puis les concessionnaires vont vous demander quand même d'aller les voir à chaque année. Ils vont vérifier si tout est correct. Ils vérifient l'état de la batterie. Puis ça finit là. Vous n'avez pratiquement rien à payer. Est-ce que le M. Bouchard pose la question, même pas pour les freins? Bien, encore là, pour les freins, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai déjà fait l'expérience, partir du Saguenay, aller chez moi, là, c'est 150 km. Puis j'ai compté les fois où j'ai vraiment eu à freiner. Okay? Je calcule pas, j'ai pas calculé les fois où, admettons que j'arrive à une lumière ou en arrière d'un véhicule, puis que je fais juste dire je pèse sur le frein pour pas que l'auto reparte par en arrière. Là. Vraiment freiner pour ralentir le véhicule, j'ai utilisé les freins 5 fois. Donc, là, bien souvent, là, ce qu'on appelle en anglais, c'est le one pedal driving. Là. Tu conduis avec l'accélérateur. Tu vois les autos qui ralentissent. Bon, ben, tu vas lâcher l'accélérateur, ton auto décélère. Puis la minute que ça repart, bon, ben, tu repars en arrière d'eux autres. Tu arrives à la lumière rouge, bon, ben, ta conduite change aussi. Tu vas voir la lumière, ça ne donne rien de te garrocher dessus pour freiner à la fin. Tu vas tout simplement te laisser décélérer jusqu'à la lumière. Donc, bien souvent, on arrive tranquillement, on pèse sur le frein juste pour dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne repart pas de reculons. Donc, les freins, là, moi, je les ai changés, là, je vous le dis. Là. J'étais à pratiquement 180 000 km là, pour changer les freins. Là. C'est sûr qu'il y a eu une affaire, c'est qu'on doit faire l'entretien. Là. On doit faire l'entretien des freins à chaque année. Ça, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Donc, ils regardent les plaquettes, vont nettoyer parce que justement, vu qu'on n'utilise pas beaucoup les freins, ben, si vous ne les utilisez pas, là, c'est sûr que ça va rester pogné. Puis là, vous pouvez avoir des problèmes. Mais pour un entretien de plaquettes, des choses comme ça, là, c'est vraiment pas dispendieux. Puis même, il y a beaucoup de gens qui le font chez eux mêmes. Peut-être une dernière question de M. Pelletier. Est-il vrai que les froids extrêmes sont nocifs pour la batterie? Puis si oui, laisser l'auto dans un stationnement sans borne au travail à 30 degrés, à moins 30 degrés pendant 8 heures, nuit-il à sa durée? Non, parce que le véhicule, il va se protéger. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a à partir d'un certain degré, là, il me semble que c'était moins 17, la batterie va se réchauffer. Donc, c'est sûr que là, si vous arriveriez à votre travail, que vous êtes pratiquement vide, là, à 15-20 de la batterie, là, oui, ça pourrait être dangereux. Mais c'est très rare que les gens vont partir de chez eux pour avoir une autonomie en bas de 50 il faut quand même parcourir un bon kilométrage. Puis, dites-vous qu'on est, là, je fais un parallèle avec ce qui s'en vient, là, on est quand même plus au début. Là. Donc, des bornes de recharge, vous en avez quand même à plusieurs endroits. Puis moi, j'ai beaucoup d'appels là, pour ma compagnie. Les premiers utilisateurs, bon, ben, je leur vendais les bornes directement. Maintenant, ces utilisateurs-là sont à leur travail et font la demande pour avoir des bornes de recharge. Donc, ça va s'en venir comme ça. Là, on va partir de la maison, on va être plein, on va arriver au travail ou dans notre journée, on va aller quelque part. C'est sûr qu'il va y avoir une borne de recharge. Puis même, je vous le dis, là, il faudrait vraiment que votre batterie soit très basse pour pas que le système puisse se protéger. Et le système, il va se protéger coûte que coûte
Même si ça baisse l'autonomie de la batterie, puis que vous êtes pris, bon, ben, il a fait vraiment très froid aujourd'hui, puis avant de retourner à la maison, je n'ai pas de choix, il faut que j'aille sur une borne de recharge rapide, ben, il va faire ça. Ça va être encore mieux. Là. Peut-être, Claude, une dernière question avant que tu continues. Là, à quelle fréquence vous rechargez votre voiture? Ben, vous la rechargez pour ce que vous avez besoin. J'ai encore une autonomie de 390 km. De ma maison à mon travail, je fais 120 km par jour. Donc, je vais la recharger pleine. L'hiver, c'est sûr que je la tiens plus haute un peu, là, parce que des fois, ça peut arriver aussi par rapport à mon deuxième travail, là, par rapport à ma compagnie, que j'ai un appel, puis je suis obligé d'aller voir un client. Mais je vous dirais, je la recharge environ 2 jours. Puis l'été, des fois, ça peut aller presque une fois par semaine là, quand on a la pleine autonomie. J'ai lu que je vois dans le chat, là, il y a quelqu'un qui a Oui. demandé si c'est un mythe que la décélération rouille les freins. C'est probablement ce que je viens d'expliquer. C'est qu'en tant que tel, vu que vous n'utilisez pas les freins beaucoup, oui, les plaquettes et oui, les disques, mais pour la rouille, si c'est sur les disques, tout ce que vous avez à faire, c'est de rouler à une certaine vitesse, puis d'appuyer sur les freins là, quand même, peut-être le refaire une ou deux fois, puis vous allez enlever la rouille sur les disques. Puis sur les plaquettes, ben là, vous n'avez pas le choix. C'est comme je vous ai dit, là, faut faire l'entretien. Tu, tu veux que je change la Non, ça diapositive? va. Ça va, On parfait. demandait dans le chat, est-ce qu'il y a des risques pour la batterie à laisser sur la charge pendant trop longtemps? C'est ce que j'expliquais. Puis c'est le conseil que je donne à tous les nouveaux propriétaires. J'ai écrit des articles aussi pour l'AVEC, puis j'avais fait une recherche. Le plus grand chercheur par rapport aux batteries lithium-ion s'appelle Jeff Dahn, qui est un enseignant à l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'autant que possible de tenir la charge à 80 ou 90 ou moins, ou encore, si vous n'êtes pas capable, parce qu'il y a des manufacturiers qui ne le permettent pas, de terminer la recharge le plus près possible de votre départ. Donc, admettons que vous chargez, vous partez le lendemain à 8 heures pour votre travail. Donc, vous pouvez programmer dans l'auto votre recharge. Donc, si ça vous prend environ 3 heures de recharge, donc ce que je vous conseille, c'est de partir la recharge aux environs de 4 heures dans la nuit. En plus, ça va aider parce que votre batterie va être chaude. Puis quand vous allez partir, le véhicule va être beaucoup plus performant. Et en même temps, bon, bien oui, ça améliore la longévité de la batterie, mais encore là, il ne faut pas paniquer avec ça. Là. Vous l'avez vu tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait personne qui s'achète un véhicule et qui espère le tenir là, pendant 700 000 km. Je vais vous dire, je suis rendu à 250 000 km. J'avais dit que j'allais garder la mienne jusqu'à 500, mais là, je commence à me dire qu'il y a des véhicules qui sont encore super intéressants. Puis des fois, ça fait du bien de changer. Donc, je fais toujours un parallèle parce qu'on dit, bon, il y a des gens qui attendent. Hein? Il y a des gens qui me disent, ah oui, moi, je vais m'acheter un véhicule électrique, mais dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Puis je leur dis, il va toujours avoir une meilleure technologie. Puis je prends un exemple là, sur le téléphone cellulaire qui a commencé en 1990. En 1990, j'avais un magasin d'électronique en passant. Le premier téléphone que vous voyez là, sur la publication, je l'ai vendu, l'espèce de gros Motorola, que la pile pesait quasiment à l'aise seule 2-3 livres. Là. Il était impossible. On pouvait prendre ce téléphone-là, faire une encre. Donc là, je vous dirais, aujourd'hui, c'est comme si on était rendu dans les années 96-97. Donc là, vous voyez le téléphone où on en est. Donc, on a un téléphone qui est pas mal plus petit, la batterie est plus petite, la batterie doit durer plus longtemps. Il y a un paquet de choses qui fait que la technologie est beaucoup meilleure, mais on est encore loin en même temps du iPhone, qui est arrivé un peu après les années 2000, et on est encore très loin de la tablette d'aujourd'hui, qui est arrivée là, dans les années 2015. Et écoutez, là, moi, mon premier véhicule, ça a été une Nissan Leaf 2015 qui faisait 135 km, le vent dans le dos quand il faisait beau.
Et maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour à peu près le même prix, on a des véhicules de 300-350 km. Dernière affaire, pollution. Parce que vous savez, beaucoup de campagnes de dénigrement. J'ai écrit un article aussi cette semaine. Il y a un film qui est paru en Europe qui s'appelle À contresens. Si vous avez le loisir là, d'aller le voir, où on fait beaucoup de lumière là-dessus. Et des fois, il y a des gens qui vont me dire, oui, OK, nous autres, on est au Québec, là, c'est bien bon peut-être un véhicule électrique, mais pour les gens qui sont à l'extérieur. Premièrement, on est au Québec, on est chanceux, donc il faudrait en profiter. Et même si un véhicule était advenant, que l'énergie électrique serait entièrement par le charbon, je vous le dis, là, ça existe nulle part dans le monde. Il n'y a pas un pays qui produit son électricité entièrement au charbon. Ça va toujours être des énergies alternatives. Et même là, donc là, vous le voyez, là, ça serait aux environs de 80 tonnes de CO2. Et ça a été calculé sur 320 000 km. Pour la durée de vie au complet d'un véhicule, c'est ce qu'on compte. Je ne sais pas si Luc, tu veux baisser le tableau, est-ce qu'on voit plus bas? OK, donc vous voyez. Donc, ce que je vous disais, ça correspond aux émissions entre une Honda Civic et une Honda Accord. C'est les mêmes émissions. Et là, on calcule la manufacturation du véhicule, la manufacturation de la batterie, puis après ça, l'électricité. Et là, vous voyez là, les autres véhicules, vous voyez la partie noire, c'est la fabrication du véhicule, puis après ça, l'utilisation. Donc, c'est des chiffres qui datent quand même un peu, là, mais d'après moi, ils sont encore bons. Là. Et c'est peut-être même un petit peu plus. Donc, la moyenne est d'environ de 100-110 tonnes. Là. Et vous savez, moi, je parcours 40 000 km dans mon année. Là, les véhicules que je vois le plus souvent, là, c'est des F-150 et des VUS pleine grandeur là, qu'on embarque 7 personnes. Donc, on parle des émissions là, de 150 tonnes en montant. Là. Donc, sur toute la durée de vie d'un véhicule, rappelez-vous de ce chiffre-là, un véhicule électrique au Québec, c'est en moyenne 14-15 tonnes de CO2. Fabrication de la batterie, fabrication du véhicule et l'utilisation pendant 320 000 km. Donc, les véhicules électriques, maintenant, on en voit de plus en plus entièrement électriques. On avait les véhicules électriques à autonomie prolongée qui étaient qu'on appelle les hybrides branchables. Donc, c'est considéré comme un véhicule électrique et les hybrides rechargeables. Ce qui n'est pas considéré comme un véhicule électrique, c'est les véhicules hybrides où le moteur va embarquer pour recharger la batterie. Donc, pour être considéré dans les véhicules électriques, il faut absolument être capable de le recharger. Là. C'est les véhicules branchables ou les véhicules entièrement électriques. Donc, vous avez différents types ici. La Chevrolet Bolt, les Hyundai Kona, Ioniq, la Soul, la Leaf. Des nouveaux véhicules aussi qui vont embarquer là, cet automne, la Mach-E de Ford qui s'en vient. Volkswagen a affiché là, que ce printemps, le Volkswagen ID4 qui va être un VUS pleine grandeur et 4 roues motrices électriques avec une autonomie d'un peu plus de 400 km. Là. Puis ça va tout être des véhicules qui vont être à peu près dans les mêmes gammes de prix. Là. Donc, les différents types de véhicules. Équiterre fait cette année, le fait depuis 2 ans. Là, vous avez sur directement là, sur le site à l'adresse qu'on vous donne, donc tous les véhicules qui peuvent être pris là, avec les différentes subventions. Merci. En fait, on va laisser M. Tremblay faire sa partie. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Claude. Le temps file. Je vais faire la partie de je ne tarderai pas avant de faire ma partie, pardon. Tommy Tremblay, je suis propriétaire d'une Hyundai Kona depuis 1 an. Donc, je vais vous parler là, brièvement là, des bornes de recharge également, là, des incitatifs financiers là, que vous pouvez toucher pour l'acquisition soit d'un nouveau véhicule, soit d'une borne électrique.
Au niveau des bornes, en fait, généralement, on parle de 3 niveaux de bornes, donc niveau 1, 2, 3 selon le voltage. Niveau 1, 120 volts, niveau 2, 240 et niveau 3, ça, c'est des bornes à recharge rapide. Donc, plus le voltage est élevé, plus la recharge va se faire rapidement. En bas de la diapositive, vous trouvez là, 2 sites Internet. Donc, Charge Up, qui est un site Internet québécois, également Circuit électrique, qui est le site Internet d'Hydro-Québec, où vous allez trouver, là, pouvoir identifier là, les bornes qui ont été installées là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais partout, également partout au Québec. Donc, c'est possible d'identifier, localiser les bornes, mais c'est également aussi possible là, de savoir si la borne est en opération ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai mis les liens sur les sites Internet, mais pour chacun de ces sites-là, il y a une application qui existe, iOS ou Android, donc qui est possible de télécharger sur des téléphones cellulaires. Il existe différents incitatifs financiers, que ce soit pour les particuliers. Il existe également pour les immeubles multilogements, les employeurs et les entreprises. Donc, on va essayer de passer brièvement là, à travers ces incitatifs financiers. Puis, comme vous avez pu remarquer aussi, là, il y a plusieurs hyperliens dans la présentation. Donc, la présentation ne sert pas uniquement de support visuel, mais il sert également d'outil de référence. C'est pour ça que je pense que Luc l'a marqué également dans le chat. Là, on va pouvoir rendre disponible le PowerPoint là, pour que vous puissiez là, acquérir peut-être davantage d'informations sur les véhicules électriques. Deux types d'incitatifs financiers, donc les incitatifs financiers pour l'acquisition, la location de véhicules électriques, également là, pour l'installation et l'acquisition de bornes, que ce soit par le gouvernement du Québec ou du Canada, donc qui peuvent offrir là, des incitatifs financiers qu'on va voir tout à l'heure. Il y a certaines entreprises aussi, là, comme Cascade, là, qui offrent là, certains avantages là, à leurs employés. Quelques municipalités, on en voit quelques-unes là. À ma connaissance, là, il n'y en a pas dans la région là, qui offrent un programme de financement là, pour ces citoyens. Donc, le premier programme, c'est le programme Roulons Vert. C'est un programme là, du gouvernement du Québec qui permet à n'importe qui, en fait, que ce soit un particulier, une entreprise, un organisme ou une municipalité, de faire l'acquisition d'un véhicule neuf ou usagé, un véhicule électrique neuf ou usagé. Donc, il y a certains critères, modalités là, à respecter là, pour obtenir cette subvention-là. C'est difficile lors de la conférence actuelle là, de faire le détail de toutes ces modalités-là. Moi, je vous invite là, à aller sur le site web du programme. Donc, on parle d'un maximum de 8 000 pour l'acquisition d'un véhicule neuf et de 4 000 pour un véhicule usagé. Donc, ça, c'est une subvention là, au niveau de l'installation des bornes. Donc, l'installation des bornes, c'est possible en milieu de travail. Donc, il y a des subventions qui peuvent totaliser jusqu'à 5 000 pour l'installation d'une telle borne. Également pour les multilogements. Donc, c'est possible aussi d'obtenir un 5 000 pour installer des bornes là, au niveau du multilogement. Pour la location des installations de bornes, là, on parle plutôt d'un 500 là, qui est possible d'aller chercher là, via les programmes de financement là, disponibles. Tommy, on avait une question de M. Maltais qui posait la question, est-ce que les subventions à l'achat sont imposables? Non, en fait, ils ne sont pas imposables. Là. En fait, c'est le concessionnaire qui, nous, en tant que propriétaire, on n'a pas à remplir ces formulaires-là. Vous pouvez aller chercher de l'information en amont, mais lorsqu'on fait l'achat d'un véhicule, puis je l'ai expérimenté moi-même, c'est le concessionnaire qui s'occupe de remplir à peu près tous les papiers. Puis nous, ce qu'on a assigné, là, on n'attend pas après, comme c'était anciennement, là, on n'attend pas après le 13 000 là. Donc, tout se fait là, chez le concessionnaire. Il y a aussi une autre question qui pose la question, est-ce vrai qu'il y a des listes d'attente chez les concessionnaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour acheter un véhicule électrique? Oui, absolument. Il y a des inventaires là, quand même. Là. Mais effectivement, là, pour ma part, j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas faire la promotion d'une marque plutôt qu'une autre, mais chez Hyundai, effectivement, là, il y avait, moi j'ai une Kona Hyundai, donc il y avait une liste d'attente. Effectivement, là, il faut. C'est possible, en fait, de s'inscrire. Pour ma part, là,
pas attendu, j'ai peut-être attendu 3 mois, mais effectivement, là, j'ai entendu des histoires où des gens l'ont entendu quand même plusieurs mois. Fait que c'est à se prendre d'avance, effectivement. Et Si c'est pas. je peux ajouter juste Oui. une chose, c'est ça, c'est que Hyundai est victime de son succès, surtout pour le Kona. Donc, c'est ce véhicule-là qui va être le plus long pour acquérir. Du côté des Ioniq, là, je sais que l'inventaire est quand même assez bon. Si vous allez acheter une Chevrolet Bolt dans les concessionnaires, normalement, pas mal tous les concessionnaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont le véhicule là, qui est en inventaire. Donc, c'est les véhicules qui sont les plus populaires et ça ressemble à ça le destin ici. Puis c'est ça, c'est pas chez Hyundai, c'est pas une situation là, qui est particulière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est partout. C'est partout. Chez Volkswagen aussi, on me dit que c'est pas long. J'ai une amie là, qui a fait l'acquisition d'un véhicule, puis elle l'a eu là, après seulement quelques semaines d'attente. Luc, tu peux passer la prochaine. Donc, le programme Véhicule zéro émission, c'est le programme du gouvernement canadien, donc qui permet d'avoir également un incitatif de 5 000 $. Ce qui est intéressant, Claude l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il est cumulable avec le rabais, en fait le rabais, avec l'incitatif financier du gouvernement du Québec, donc le 8 000 du Québec plus le 5 000 du Canada. C'est possible d'aller chercher jusqu'à 13 000 $ d'incitatif financier là, pour l'acquisition d'un nouveau véhicule. Pour les véhicules hybrides rechargeables, donc on peut aller jusqu'à 2500. Puis encore une fois, là, il y a des modalités là, puis des critères là, à respecter. Si tu reviens un petit peu, Luc, là, il y a une information qui est intéressante. C'est que pour les entreprises et les organismes, donc, on est limité là, à 10 rappels dans le cadre du programme par année. Donc, vous avez tout vous avez tout intérêt là, à prévoir, en fait, là, si vous êtes une entreprise, une municipalité, à prévoir le remplacement de façon graduelle de votre flotte de véhicules, justement, pour pouvoir bénéficier là, le plus d'incitatifs possible. Il y avait peut-être une question qui était posée. Comment procéder pour que mon employeur procède à l'installation de bornes? C'est au niveau du CIUS, ça. Oui, mais en fait, c'est possible de l'avertir. Peut-être qu'il n'est pas au courant qu'il peut bénéficier d'un incitatif financier, là, justement l'incitatif financier là, en milieu de travail. Donc, il peut bénéficier d'une subvention là, pour l'installation d'une telle borne. Fait que si vous l'informez, ou même nous, on peut faire quelques contacts auprès de votre employeur, là, justement pour l'inciter là, à faire le passage vers l'installation d'une borne. Donc, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs entreprises, organisations qui ont commencé à électrifier leur flotte de véhicules, ou du moins se sont donné une cible là, pour l'électrification de leur flotte. Québécois, entre autres, là, qui compte 1100 véhicules, s'est donné d'ici 2030 pour justement électrifier l'ensemble de sa flotte. Il y a plusieurs autres entreprises, là, entre autres, il y a une trentaine d'entreprises là, qui font partie du projet Flotte rechargeable, qui ont entamé depuis 2016 l'électrification de leurs véhicules. Et on aurait pu en lister beaucoup d'autres à cet endroit-ci. Quelques exemples dans la région, donc la municipalité de Saint-Fulgence, le service des incendies de Saint-Prime, Saint-Félicien-Ladoré ont tous fait l'acquisition d'un premier véhicule électrique en 2018. Ville d'Alma a acheté pour, quant à elle, un véhicule, son premier véhicule électrique en 2015, qui est un Chevrolet Volt. Il y a également des entreprises, des pharmacies, la pharmacie, entre autres, Family Prix Linda Godreau d'Alma, là, pour nommer qu'elle, s'est dotée d'un véhicule en 2017, puis depuis ce temps, a fait l'acquisition également d'autres véhicules électriques. La société de transport, la STS, qui a fait l'acquisition aussi de son premier véhicule, son premier autobus électrique là, qui est en train de tester jusqu'en 2021. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs exemples dans la région, des municipalités, des entreprises qui ont déjà entamé là, ce passage-là. Donc, c'est possible de le faire dans la région. Je m'en aurais voulu de passer à côté de la compagnie Cargo. Compagnie Cargo est une compagnie janoise donc, qui conçoit également construit un véhicule électrique là, ici là, dans la région, Saint-Saint-Jean. Donc, c'est un véhicule électrique là, qui est complètement électrique pour des travaux
qu'on peut qualifier de léger, donc qui peut être adapté là, pour certains besoins, certaines entreprises, des villes, des parcs. Donc, je vous invite là, à aller voir du côté de Cargo. Selon vos besoins, ben, ça pourrait y répondre. Il y avait peut-être certaines questions là, que je n'ai pas voulu vous arrêter. Il y a M. Laprise, entre autres, là, qui nous pose comme question: êtes-vous en mesure de mesurer le coût des véhicules différents en fonction des aides gouvernementales selon le pays? Selon le pays, je ne suis pas capable de répondre. Claude, as-tu une réponse? Bien, ce que je pense que le monsieur veut savoir, c'est que est-ce que les véhicules, en fonction des incitatifs, ont les mêmes prix un peu partout dans le monde? Non. Puis, même pour un véhicule à essence, ça va être la même chose. Des fois, on prend un véhicule, écoute, je vais vous dire, là, souvent, on vérifie avec ce qui est vendu aux États-Unis et par rapport au marché, ils sont capables de vendre les véhicules moins chers parce qu'ils en vendent beaucoup plus. Hein. Ils sont 10 fois plus que nous autres, donc veut pas, ils vendent plus de véhicules. Et c'est ce qui va faire une bonne différence. Ça n'a pas rapport directement avec les incitatifs, sauf qu'en même temps, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand le gouvernement canadien a annoncé là, sa subvention de 5 000 mais qu'il fallait qu'il y ait un véhicule qui soit à 45 000 et moins, il y a eu des manufacturiers qui ont fait des légers ajustements là, pour pouvoir justement que les propriétaires, là, ceux qui voulaient acquérir le véhicule, là, puissent en bénéficier. Mais ça se ressemble pas mal partout. Quand on regarde avec les véhicules à essence, là, le coût des véhicules électriques est comparable d'un pays à l'autre. Je ne sais pas si c'est ce que monsieur voulait savoir, là, mais en tout cas, c'est ma réponse. Là. C'est bon. Puis on peut voir, peut-être en complément, là, on peut voir ici au Canada où est-ce qu'on trouve le plus grand nombre d'électromobilistes. C'est vraiment du côté du Québec et de la Colombie-Britannique où justement ces provinces-là offrent des incitatifs financiers. Donc, on peut voir que ça fait la différence. Parfait. Fait, il y avait aussi, entre autres, on avait M. Laprise qui nous dit oui, merci. Fait, ça répondait à la question. Il y avait M. Fortin qui nous pose le nombre de passagers influence-t-il l'autonomie? Oui, absolument, c'est ça. Ils ont le poids, en fait, qu'on est au-delà du nombre de passagers, c'est le poids, en fait, là, qui est à l'intérieur du véhicule. Là. Si on surcharge le coffre, par exemple, ça peut faire avoir une incidence sur l'autonomie. Les conditions de conduite météorologiques, la façon de conduire aussi, là, et tous les accessoires, là, Claude le dit, là, au niveau du chauffage. Donc, c'est tous des éléments qui peuvent influencer l'autonomie de la batterie. Il y a entre autres un commentaire de Mme Tremblay qui nous mentionne que l'an passé, l'attente était de 10 à 12 mois. Maintenant, nous avons en stock, nous l'avons en stock, la Kona EV et l'Ioniq. Et il y avait une autre personne qui posait la question un peu plus tôt, mais si le froid est nocif et que la laisser charger à 100 trop longtemps, l'est-il aussi? On fait quoi pour la remiser plusieurs mois à des températures hivernales branchées continuellement ou pas? C'est peut-être une question qui s'adresse un peu plus à Claude. Bien, si, tout dépendamment là, du nombre de mois, là, moi, j'ai vu quelqu'un partir travailler pendant 3 mois. Donc, ce qu'il a fait, il a chargé son véhicule à 100 puis il l'a laissé de même. Et quand il est revenu au bout de 3 mois, il restait encore au-dessus de 70 de batterie. Là. Donc, c'est sûr que si quelqu'un qui remisera un véhicule pendant vraiment longtemps, va devoir le charger. Puis, normalement, on le remise à un endroit qui est quand même assez tempéré. C'est sûr que si vous partez de la maison, ben là, je vais vous dire, essayez de vous organiser avec quelqu'un qui branche l'auto, puis il vient la débrancher pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, puis il va revenir la brancher après. C'est pas très dur non plus. Mm-hmm.
En fait, on n'a plus d'autres questions. En fait, et on arrive de toute manière à la toute fin de notre webinaire d'aujourd'hui. En fait, je tiens à remercier nos deux conférenciers d'avoir accepté justement de passer une heure avec vous. J'espère, et je tiens à vous remercier aussi à l'ensemble des participants. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions. Encore une fois, bien, naturellement, cette présentation, ce webinaire a été fait grâce naturellement à la campagne Roulons électriques d'Équiterre avec le soutien financier du gouvernement du Québec. On vous invite aussi à, entre autres, consulter le site roulonsélectrique.ca auquel vous allez trouver là, différentes informations. En fait, sur ce, encore une fois, je tiens à vous remercier à tous et à toutes et on vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.